m'appelle Michaëlle Bonne, je suis la créatrice de Glamour Ethnic Tendance et je suis originaire du Gabon et du Togo. Je fais des accessoires de mode, donc qui se veulent à la fois, comme le dit le nom de la marque, glamour, c'est-à-dire qui ont une touche quand même assez originale, assez sexy, assez sensuelle. Une marque qui se veut ethnique aussi, parce qu'on vient d'Afrique, donc on essaie d'importer un peu notre culture ici. Et tendance, donc il ne faut pas oublier l'aspect tendance parce qu'on veut des accessoires qui sont à la mode. J'ai étudié en tourisme, en hôtellerie et en tourisme. Et c'est lorsque j'étais en première année de maîtrise que l'idée m'est venue comme ça, parce que j'étais intéressée par la tendance qui avait prise en Europe, notamment avec les pages Le Pagne de chez nous, Le Pagne en mode, ou J'aime le Pagne de chez moi. Et j'avais une amie avec qui je regardais souvent ces pages-là et on trouvait les chaussures tellement belles, on trouvait que les accessoires étaient magnifiques. On voulait se les procurer, mais on trouvait que c'était hors de notre budget. On avait des paires de chaussures à 200 € la paire. Et là, on parle en euros, nous on est au Canada, fait que si on convertit en dollars canadiens, on est dans les 300 $ canadiens, sans compter la livraison. Je trouvais que c'était vraiment excessivement cher. Donc je me suis dit, au lieu d'en acheter, pourquoi ne pas en faire? Mais à la base, c'était juste en faire pour moi. Juste pour moi, je ne pensais même pas les commercialiser. C'était juste un hobby. Je me suis dit, j'aime bien m'habiller, j'aime être à la mode. Et c'est la mode qui règne en ce moment. Donc, on va dire l'Afrique revient à la mode. Alors, moi, j'aimerais m'habiller, donc représenter ma culture, porter des accessoires qui reflètent ma culture sans avoir à payer 500 $ pour les avoir. Alors j'ai commencé à en faire chez moi, dans mon salon tout simplement. Le soir, si j'avais cours le lendemain en après-midi, donc je les faisais le soir toute la nuit. Je regardais des vidéos sur YouTube, je regardais des tutoriels, comment le faire, comment découper le tissu, avec quel genre de chaussures ou de matériel on peut le faire. Et au fur et à mesure, je me perfectionnais jusqu'à ce que je me demande, mais pourquoi ne pas en commercialiser finalement, étant donné que le marché est ouvert, il est vierge ici au Canada, personne n'en fait. Alors je me suis dit que ça pourrait être une super belle opportunité de commercialiser ces accessoires-là et de se faire un nom. Donc d'être comme une pionnière, si on veut, pardon, de l'accessoire ethnique africain ici au Canada ou à Montréal. Bon, j'ai eu un peu de chance parce que lorsque je suis arrivée, j'avais déjà un cousin sur place. Donc c'est lui qui m'a accueilli. Et tout ce qui était le plus difficile, c'était les procédures d'immigration. Donc pour un étudiant étranger, il faut avoir un permis d'études, il faut avoir un CAQ, et il faut les renouveler assez régulièrement. Donc c'était ça le plus gros casse-tête, on va dire, pour un immigrant qui arrive ici. On n'est pas habitué à cette dynamique-là. À la limite, dans d'autres pays, on vous demande une carte de séjour qui est renouvelable à l'année. Tandis qu'un permis d'études, vous pouvez le renouveler tous les 3 mois par exemple, dépendamment de la date de validité du document qu'on vous donne. Donc tout dépend de l'immigration. Et avec mon cousin, ça a été très facile parce qu'il m'a aidé, il m'a tenu la main littéralement durant toutes mes démarches. C'est lui qui m'a accompagné, qui m'a montré les instances, où est-ce qu'il faut aller faire tel document. À l'université aussi, on étudiait dans la même université. Donc il m'a montré l'université, il m'a fait visiter, montré les départements. Donc je ne peux pas dire que ça a été aussi difficile que quelqu'un qui arrivait ici, qui se lançait dans le vide et qui connaissait absolument personne. J'ai eu un coup de main, j'ai eu beaucoup d'aide de la part de mon cousin, je lui en suis très reconnaissante. En termes de vécu, je vous dirais c'est l'intégration dans le milieu scolaire. Parce que moi, je viens du Gabon, mais avant j'ai eu d'autres diplômes dans d'autres pays, mais qui étaient dans le système français. J'ai toujours étudié dans le système français. Alors quand j'arrive ici, on tombe dans le système américain, c'est complètement différent. Chez nous, on nous évalue avec des notes. Ici, on nous évalue avec des lettres. Donc pour moi, les notes cumulatives, les A, les B, les C, les D, c'était du charabia. Je comprenais absolument rien. C'est quoi ce système-là? C'est complètement différent. Et aussi la barrière linguistique. Parce que même si on dit que le Québec est un pays francophone, c'est vrai, mais ils ont leur vocabulaire à eux qui leur est propre, qui n'est pas nécessairement accessible pour un immigrant francophone qui arrive ici au Québec. Alors ça a dû me prendre un gros effort de compréhension. J'ai même demandé à certains professeurs si je pouvais les enregistrer parce que j'avais du mal avec l'accent québécois au début. Je tendais l'oreille, j'étais attentive plus que jamais pour essayer de comprendre de quoi il était question. Et que j'avais comme un peu de retard par rapport aux autres parce que ce qui était évident pour eux, moi il me fallait déjà comprendre ce qu'on disait, déjà comprendre les mots
ensuite interpréter et nous dire bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Et c'est un double travail et ça a été ça mon plus gros défi, je dirais. Et quand je suis arrivée, j'étais la seule immigrante de toute une cohorte de près de 80 élèves, étudiants plutôt, donc ça n'aide pas non plus, on n'a pas vraiment de repères autour de soi, il faut tout faire soi-même. Puis quand on arrive, c'est pas toujours évident de s'intégrer parce que les autres ne nous connaissent pas, ils ne connaissent pas notre background comme on dit, donc ils vont avoir un peu de réticence, ils peuvent avoir beaucoup de réticence à nous intégrer dans les groupes d'études, à vouloir travailler avec nous, à moins qu'on fasse nos preuves et qu'on leur montre de quoi on est capable et qu'on leur montre que bon, même si je viens d'un autre pays, j'ai quand même acquis des connaissances et des compétences aussi et je peux être utile au groupe. Le plus difficile pour moi, c'était l'encouragement et le soutien de la part des proches. Donc c'est sûr que mon conjoint m'a soutenue inconditionnellement dès le départ, mais je me suis heurtée à un mur en ce qui concernait mes amis. Et j'ai pensé que mes frères et sœurs africaines seraient ma première clientèle, on va dire ma clientèle de prédilection. D'ailleurs, lorsque j'ai lancé Glamour Ethnique, je n'envisageais pas d'avoir une clientèle aussi diversifiée ou une clientèle occidentale beaucoup plus importante que la clientèle africaine. Sauf que, étonnamment, ce sont les Québécoises qui m'ont encouragé les premières, parce que lorsque j'en parlais à mes amis autour de moi, tout le monde me disait la même chose. Ça ne va pas marcher. Je sais que là, peut-être c'est juste un coup de tête. Tu veux le faire comme ça, ça vient, c'est une passion, c'est juste une envie, mais ça va passer. Ça sert à rien de te lancer dans une entreprise qui va rien te rapporter. Tu vas te heurter à un mur. À qui tu vas vendre tes produits? Tu n'as pas d'atelier, tu n'as pas de boutique. Regarde, toi, tu es étudiante, tu n'as pas de fonds. Comment est-ce que tu penses bâtir une entreprise en partant de rien comme ça? Et à un moment donné, on se dit, mon Dieu, ils ont peut-être raison. Si ça se trouve, ce sont peut-être eux qui ont raison. Et à un moment donné, pendant quelques mois, j'ai mis une pause. Parce que j'ai commencé, j'avais beaucoup de stocks, j'avais plein d'articles que j'avais faits, mais je n'avais pas de public à qui les vendre. Parce que j'avais du mal à trouver des opportunités pour exposer ce que je fais. Pour se faire connaître, il faut qu'on nous voit. Si on ne nous voit pas, on a beau être le plus grand génie du monde, notre art ne vaut absolument rien parce que personne ne le connaît. En fait, j'ai eu une opportunité d'exposition. Ma première vraie opportunité, c'était une exposition. C'est dans le cadre d'activités de promotion de la culture africaine. Et une connaissance m'a invitée, m'a dit « Ah, mais j'ai appris qu'il y avait une exposition. » Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai contacté l'organisatrice qui m'a dit « Oui, on a encore des places disponibles. J'ai réservé un stand. » Et là, je suis venue exposer, j'ai des amis qui sont venus pour m'encourager. Il y a des filles de ma promotion aussi en maîtrise qui sont venus, que j'avais invités, qui ont acheté quelques produits. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai réalisé que le simple fait d'exposer son art ou ce qu'on fait, pendant ne serait-ce que quelques instants, ça nous permet d'avoir une certaine reconnaissance, d'être visible. Et là, je commence à distribuer des cartes, je commence à recevoir quelques appels. Je me suis dit, ah, c'est peut-être la façon de faire. Donc, j'ai commencé à rechercher. Ça a été beaucoup d'efforts personnels parce que j'ai cherché sur Internet, mais j'ai pas vraiment trouvé de plateforme d'information qui pourrait comme vulgariser tout ce qui est information sur la communauté africaine. Aujourd'hui, il y a des blogs, il y a des pages Facebook, il y a des sites web qui sont très connus. Mais lorsque j'ai commencé, le milieu était comme... il y avait eu de grosses lacunes à ce niveau-là. Et ça a été un gros défi parce qu'il fallait que je fasse la démarche de moi-même, que j'aille chercher, où est-ce qu'il y a une exposition, appeler des personnes. Est-ce que tu sais s'il y a une exposition dans ton quartier? Ou est-ce que tu sais si ton ami de la dernière fois organise une autre exposition? Et de fil en aiguille, j'en suis venue à faire des défilés de mode et c'est ça qui a été le déclic. Parce qu'au début, quand on expose, on vient, on les expose. Et puis, on repart avec nos affaires. Il y a des personnes qui nous rappellent, d'autres qui ne nous rappellent pas. Mais ça n'a pas autant d'impact qu'un défilé de mode. Le défilé, il est vivant. On voit des personnes qui marchent, qui défilent. On voit l'accessoire. On sait de quoi il a l'air lorsqu'il est porté. On peut parler avec la personne qui crée l'accessoire pour passer une commande personnalisée. Il y a le côté accessible aussi avec le designer ou le créateur qui fait en sorte que c'est beaucoup plus convivial et ça a beaucoup plus d'impact au niveau de la communauté. Ça, c'est la question à 10 000 $ parce que j'en suis encore à me poser la question à moi-même, comment est-ce que j'arrive à le faire? Parce que
Des fois, je suis obligée de refuser plusieurs événements parce que je travaille. Et j'ai des horaires assez flexibles. Des fois, je travaille les fins de semaine, je travaille une fin de semaine sur 2. Et puis, je travaille à temps plein, mais les fins de semaine, je travaille de soir. Et on s'entend qu'à Montréal, tous les événements se déroulent la fin de semaine, surtout les samedis. Les vendredis et les samedis, sauf que ce sont des jours où, lorsque je travaille, mon travail, mon gagne-pain. Donc, pour l'instant, je ne suis pas rendue à vivre de mon art. Donc, j'ai besoin de ce travail pour vivre et pour continuer. Oui, c'est ça. Donc, il y a une vie en dehors de Glamour Ethnique. Et ce travail-là aussi me permet d'investir dans Glamour Ethnique, de développer la marque et puis d'essayer d'emmener la marque à un autre niveau. C'est difficile des fois d'arriver à concilier le travail, la vie de famille et les différents projets, mais on arrive quand même toujours à trouver du temps parce que, comme je l'ai dit au début, ça part d'une passion. Et lorsqu'on a la passion de faire quelque chose, on trouve toujours du temps pour s'y consacrer, on trouve toujours du temps pour innover, pour y penser. Et la bonne nouvelle, ou ce qui me rassure un peu, c'est que au début, ça me prenait énormément de temps pour créer ne serait-ce que une paire de bijoux, une parure complète de bijoux, parce que je n'avais pas l'expérience, je n'avais pas toujours le matériel adéquat. C'était beaucoup plus difficile d'imaginer lorsqu'on part de zéro. Tandis que là, j'ai tellement d'idées qui foisonnent dans ma tête. Des fois, je suis à ma pause. Ok, là, il y a quelque chose qui me vient tout de suite. Je prends mon carnet, je dessine pour ne pas l'oublier. Là, ça me fait un book. Et lorsque j'ai du temps à consacrer pour les créations, ben là, je le fais. Je ne réfléchis pas. J'ai déjà le modèle. Tout est là. C'est comme on a une vente privée à la fin du mois. J'ai déjà réfléchi à tous les modèles. J'ai acheté tout le matériel qu'il me faut. Quand je vais me lancer, ça me prendra au maximum là, 1 semaine ou même 3 jours. J'en aurai terminé parce que je sais exactement ce que je veux faire. Je sais quelle quantité de tissu il me faut. C'est beaucoup plus facile avec de l'expérience et c'est ce qui m'aide aussi à m'organiser. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de ne jamais négliger aucune idée. Aucune idée n'est stupide. Aucune personne n'est stupide. Lorsqu'on a une idée, c'est parce que c'est comme un cri qui vient de l'intérieur. On veut l'exprimer. Et je trouve dommage qu'on ait des personnes autour de nous qui ne nous encouragent pas assez. Moi, ce que je conseille à ces personnes-là, c'est de s'entourer de personnes positives qui vont les aider à trouver, à matérialiser un peu le projet, à s'asseoir, se dire, bon, moi j'ai une idée, par exemple, j'aimerais faire du maquillage. Bon, qu'est-ce que ça me prend? Est-ce que tu penses que j'ai du talent pour ça? Avoir des personnes ou des coachs, des personnes encourageantes autour d'elles qui les aident. C'est sûr que tous les projets ne sont pas voués à briller ou à connaître des sommets, mais on ne saura jamais si ça marche si on ne se donne pas la peine d'essayer. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est déjà de croire en elles, d'avoir confiance en elles, parce que c'est certain qu'il y aura toujours des personnes dans notre entourage qui vont nous décourager, qui vont nous dire qu'on n'est pas assez bonne, on n'est pas assez intelligente, on n'a pas assez de ressources. Il faudrait avoir assez confiance en soi pour se dire, écoutez, toutes vos voix négatives, là, mettez-les dans un sac, jetez-les par la fenêtre. Moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire, j'y crois et je sais que ça va aller loin. Donc, si on croit en soi et qu'on s'entoure de personnes positives, qu'on s'entoure de personnes, qu'on se renseigne, on se donne la chance d'avoir toute l'information pertinente à la mise en place de notre projet, je pense que ça a de grandes chances de fonctionner. Il faut croire en soi. C'est moi qui vous remercie.